Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum qui sera consacré cette semaine à un sujet plus ou moins solide. L'Afrique totalise pas moins de 10% des réserves mondiales de pétrole. Ce chiffre ne va cesser d'augmenter dans les années à venir. Mais paradoxe, sur cette mine d'or se greffent pauvreté et conflits armés parfois. Alors, comment les États africains peuvent-ils transformer cette manne pétrolière en investissement productif? C'est ce que nous allons voir avec nos invités cette semaine. J'ai le plaisir de vous les présenter. Je commence avec vous, Cyril Komlan-Boko, un homonyme. Monsieur Boko, bonjour. Bonjour, Gilles. Vous êtes ingénieur de conception génie mécanique et expert en lubrifiants et produits pétroliers près les tribunaux de Lomé. Exactement. Que vont aller chercher les lubrifiants et produits pétroliers dans les tribunaux? C'est l'expertise parce que les lubrifiants sont utilisés dans les usines, dans les industries et dans les automobiles. Il peut y avoir des conflits ou des expertises demandées dans ce domaine pour voir si telle qualité avait été utilisée, a-t-elle livré à tel client, pour voir si les pannes qui sont arrivées ne sont pas dues aux lubrifiants ou pas aux produits pétroliers. On a toujours besoin des experts dans tous les domaines, je pense. D'accord, je sais à qui m'adresser désormais si j'ai des soucis. Il n'y a aucun souci. On va faire un vidange avec les lubrifiants. Avec vous, Cédric d'Almeida Beningo. Bonjour, Cédric. Bonjour, Gilles. Cédric, vous êtes consultant pétrolier, disons le tout court. Oui, effectivement. Comme ça. Diplômé de l'Institut français du pétrole, c'est comme ça on l'appelle? Oui, l'Institut français du pétrole, AFP School, ou l'École nationale supérieure des hôtels et moteurs, qui se trouve à Riom-Malmaison en France. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher jusque-là et dans le pétrole? Pourquoi vous avez été passionné par le pétrole, malgré votre âge, hein? J'ai aimé les mines, tout ce qui était lié aux matières premières, avec une bonne orientation et un bon accompagnement. Je suis arrivé dans le milieu pétrolier. Mais y avait-il beaucoup d'Africains dans cette école? Dans notre promo, nous étions 3-4 Africains sur une quarantaine d'élèves. Très peu, on va dire. Hein? Oui, très peu. Ceci peut expliquer peut-être cela. On aura le temps de revenir à la question. Afrique, pétrole, tache ou or noir, c'est ce que nous allons voir. Mais expliquez-nous d'abord, hein, d'où vient le pétrole? Qui veut se jeter à l'eau, Cédric? Je peux commencer. Oui, Oui. Oui, et le pétrole se forme par décomposition de matières organiques, telles que les plantes et les animaux, pendant plusieurs milliers, quelques milliers d'années, par sédimentation. Donc, si les sédiments couvrent ces éléments organiques, ça devient une roche qu'on appelle roche mère, où ça se forme les hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est essentiellement les éléments formés d'hydrogène et puis de carbone, qui est le pétrole. Et par des processus de migration, de maturation, ce pétrole se retrouve dans les roches poreuses, qu'on appelle les roches réservoirs. Et après, on envoie les tuyaux et les autres éléments pour aller pomper ce pétrole, qui est le pétrole brut. Donc, tout bêtement, le pétrole, c'est la sédimentation des matières organiques. Cédric dit comme ça, il faut qu'il y ait suffisamment de morts, d'hommes et de plantes pour que le pétrole existe. Non, M. Boko a si bien résumé cela. Je vais juste rajouter que lorsqu'il y a sédimentation des matières organiques, entre autres, en partie, il y a également la roche-mère, il y a le réservoir, ce qu'on va appeler le réservoir. Après, pour pouvoir contenir cela, il faut des pièges. S'il n'y a pas de pièges, le pétrole s'évapore. Donc, à travers ces pièges, c'est ce qui permet de garder le pétrole à l'intérieur du réservoir, à travers comme il a si bien dit. Et c'est par la suite que nous envoyons, si nécessaire, après des études géophysiques, des forages, phase d'exploration en géophysique, géosciences. Et après, s'il y a le pétrole, on fait des forages après la phase de développement, la phase de déploiement et la phase de production par la suite. Je parlais de 10% environ, les réserves de pétrole de l'Afrique, Oui. Sur le total mondial. Est-ce que ce n'est pas sous-estimé? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les explorations ont été optimales? Est-ce que ces chiffres ne sont pas minorés? Les chiffres minorés, bon, c'est à revoir. Il faut dire que nous connaissons les grands pays producteurs de pétrole de façon mondiale. Le premier pays que tout le monde connaît, c'est l'Arabie Saoudite, bien évidemment. Et par rapport à l'Afrique de façon globale, je pense que c'est assez raisonnable. Bon, le sens de ma question, c'est de voir si
les Africains ont mis le sérieux et les moyens pour faire les explorations comme il faut. Est-ce qu'il n'y a pas des couches quelque part non explorées aujourd'hui? Monsieur Boko. Oui, c'est possible qu'il y en ait, parce que quand on parle de réserve, c'est une estimation, avec les réserves prouvées ou bien confirmées, dont on sait qu'on a 90% de chances de pouvoir tirer du pétrole de là, c'est les réserves confirmées ça. Mais les explorations avec les techniques qui évoluent aujourd'hui peuvent continuer. Il y a des pays, il y a quelques années, n'avaient pas de pétrole. Et on a vu que les explorations ont été faites et les pétroles ont été trouvés dans ces pays. Mais raisonnablement, on peut se tourner, l'Afrique peut se tourner dans les 10%. Et dans les 10%, il y a 30% en Afrique de l'Ouest. C'est énorme. Hein? Alors, comment on peut savoir? Est-ce que ça peut être su à l'œil nu? On peut savoir si telle zone a du pétrole ou non? Est-ce que ça peut non, on ne pourrait pas, ça ne se fait pas à l'œil nu. Quand on prend le cas très simple du Ghana, auparavant, dans les années 90, le Ghana n'avait pas de pétrole. Il a fallu qu'une compagnie vienne faire, une compagnie étrangère, vu la technicité qu'ils avaient, Continental, Global Continental, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, fasse l'exploration. Ils ont fait des explorations, ils ont eu des confirmations, et c'est là où le Ghana a commencé à devenir producteur autour de 60-65 000 barils jour. Et lorsqu'on prend par exemple le cas du Sénégal, ils ont découvert récemment un grand réservoir qu'ils vont commencer à mettre en exploration à partir de 2021. Donc, ce sont des millions qu'on injecte. Ça ne se peut pas à l'œil nu parce que le pétrole se trouve en dessous de la terre. Il y a des pays comme le Moyen-Orient, on est à 100, 150 mètres en dessous de la terre. 150 mètres, c'est pas... en oui, dessous de la terre. En dessous de la terre, par rapport au sol. Il y a d'autres pays comme l'Algérie, on va se trouver entre 1500 et 3000 mètres, par exemple. Des pays comme le Nigeria ou l'Angola, par exemple, on va se trouver à des kilomètres, à plus de 10 kilomètres en dessous de la Terre, à plus de 5 kilomètres en dessous de la Terre. Cela vous montre que c'est en dessous du pétrole, en dessous de la Terre qu'on va chercher. Qu'est-ce que vous appelez en dessous de la Terre? Parce que la Terre, c'est la Terre, non? Bon, quand je dis par rapport au sol, si je parle par rapport au sol, par rapport au sol sur lequel nous marchons, nous allons partir de ce sol et descendre en bas. Donc, c'est ça la référence. Et la couche du sol, ça fait combien à peu près? Ou ça dépend des zones? Ça dépend des zones de façon générale. Monsieur Boko, est-ce que nous avons exploré assez nos sols pour voir s'il y a du pétrole partout? Je pense non, à mon avis non, parce que explorer du pétrole coûte cher. C'est des millions, des milliards de dollars quelquefois. Et l'Afrique, les pays africains n'ont pas ces moyens pour pouvoir explorer suffisamment le sol et ne pas trouver. Supposons que vous prenez 8 milliards de votre budget pour aller explorer du pétrole en mer ou quelque part et après il n'y a rien. C'est un manque à gagner énorme. Donc l'Afrique ne met pas souvent les moyens, à part les sociétés étrangères qui viennent faire avec des contrats qu'ils signent, des conventions qu'ils signent en joint venture ou bien autre chose pour pouvoir explorer ce pétrole. L'Afrique même n'a pas assez de moyens ou bien ne met pas assez de moyens dans ça pour le trouver. Oui, mais comment ça se fait? C'est à l'aveuglette, on creuse et puis on voit s'il y a du pétrole ou il y a des mécanismes pour savoir, qui donnent des indices, hein? Oui, c'est simple, c'est très simple. Ah bon? On fait d'abord une étude géophysique. On va envoyer des ondes. Lorsqu'on le fait en mer ou sur terre, on va envoyer des ondes, des signaux. Ils vont aller sous terre et par rapport aux réponses, ils vont faire ce qu'on appelle des interprétations. Et lorsqu'on a ces interprétations, on va faire ce qu'on appelle un login. On va envoyer de la radioactivité au fond de la terre pour chercher des carottes. Et à travers, quand je dis des carottes, c'est pas les carottes qu'on mange. Ce sont des carottes, c'est dans l'expression technique pétrolière, c'est cela. C'est des petits bouts de roche qu'on va extraire du réservoir, du supposé réservoir, avec lequel on fera des études au laboratoire. Et à partir de ces laboratoires, on va faire maintenant des extrapolations pour dire est-ce que c'est assez suffisant pour pouvoir explorer et trouver un réservoir. Et lorsqu'on trouve le réservoir, on va faire maintenant la phase de forage. La phase de forage va nous permettre de confirmer l'étude théorique que nous avons fait en phase d'amont dans la partie géophysique et géosciences. Donc, ce que vous disiez simple, à la fois, ça se retrouve compliqué, non? Bon, pour les néophytes, ça se retrouve compliqué, mais lorsqu'on est du domaine, c'est le b.a.-ba.
Oui. Bon. Ce que je voulais ajouter est que au niveau du coût d'exploitation du pétrole, il y a aussi un couac là-bas. Vous trouvez du pétrole pas en quantité suffisante ou bien à une profondeur où le coût de production est élevé, ce n'est pas normal que vous exploitiez ce gisement. Par exemple, quand on prend l'Arabie Saoudite, son coût de production c'est à peine $10. Voilà. Alors qu'il y a des pays qui sont à 52, à 35, à 23. Donc si vous vous retrouvez à $100, alors que le prix tourne autour de $50 aujourd'hui, le baril, qu'est-ce que vous avez à explorer Donc l'endroit où se trouve le pétrole est important aussi pour savoir s'il faut l'exploiter ou non. Exactement. Il y a l'endroit, mais d'autres critères aussi que on peut ajouter. Il y a l'endroit, il y a l'étendue. Oui, voilà. entre autres. Et la qualité. Et la qualité aussi. Lorsqu'on va prendre le pétrole, donc, les références, on va l'avoir par rapport à la mer du Nord ou par rapport à New York aussi. L'Arabie Saoudite ou la Libye, par exemple, ils ont un pétrole assez sulfureux. Il y a beaucoup de soufre là-dedans. Donc, pour le raffinage de ce pétrole, ça nécessite également un coût. Mais lorsqu'on prend le pétrole d'Irak, c'est du très bon pétrole, par exemple. Ah bon. Ceci explique cela. Alors, peut-être une question banale. Hein. Quand on creuse nos puits ou nos forages là, est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour voir systématiquement à chaque fois s'il y a des indices de pétrole ou c'est plus compliqué que ça? Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ça n'a rien à voir. À moins qu'on tombe dans les années, lorsqu'on a vu par exemple en Azerbaïdjan, où j'ai été, aux États-Unis, en Azerbaïdjan dans les années 1890 ou aux États-Unis dans les mêmes années, on pouvait creuser facilement. Et on pouvait trouver même à 50 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres à partir du sol. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup comment on va dire ça, il y a beaucoup de tout le sol a été tellement exploité qu'il n'est pas aussi facile de trouver ça à même le sol. Il faut aller de plus en plus loin. Après, il y a une autre technique qui a expliqué un peu dans les années récentes à la baisse du baril, du coût du baril. C'était les sables bitumeux. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Alors, le pétrole, hein, pour le moment, ça fait partie des sources d'énergie les plus utilisées. Est-ce que ça va être ainsi ad vitam aeternam ou est-ce qu'on va arriver à un moment où le pétrole va se retrouver à une portion congrue, c'est-à-dire que le pétrole, au fait, c'est une denrée tarissable. Ça peut finir un jour. Hein. Ça peut finir un jour. Les experts l'ont estimé à une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années comment? Cinquantaine d'années, si la production actuelle suit le même cours, le pétrole peut finir dans 51 ans. Dans 50 ans, ça veut dire qu'on... Les experts ont évalué parce que peur, là. La réserve aujourd'hui du monde en pétrole est estimée à 1700 milliards de barils, alors qu'aujourd'hui la production jusqu'à actuellement tourne autour de 1300. Ça veut dire qu'on a pris presque 40-45% de ce qui existe. Ça veut dire que c'est un bien qui se forme sur des millions d'années. Un jour, ça va finir. Que ce soit dans 50 ans, comme estimé par certains experts, ou en 100 ans, ça va finir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ça va diminuer? Moi, je pense non. Puisque le développement économique du monde aujourd'hui, surtout la Chine, où la démographie est très élevée, il y a besoin d'énergie, besoin énorme d'énergie. Et l'Agence internationale de l'énergie a pensé que d'ici 2030, le besoin en consommation de pétrole du monde va vers les 125 millions de barils par jour. Aujourd'hui, on est à 97, et quelques millions de barils par jour, contre 10 millions de barils il y a 1946, après la guerre. Donc vous voyez que la courbe est pratiquement linéaire sur le nombre d'années. Donc, nous allons consommer plus. Et comme ça va finir un jour, ça va quand même descendre, mais peut-être après des dizaines d'années. Votre finir un jour, là, ne me rassure pas. Il faut dire que ça va finir bientôt, parce que 50 ans, c'est bientôt. Hein. Bon, 50 ans, se justifier ou pas, mais quand tu calcules avec les réserves que nous avons, la production, le volume produit aujourd'hui, on connaît, les réserves, si les réserves sont confirmées, c'est exact, ça veut dire qu'on peut diviser les deux, trouver en combien d'années ça peut finir. Mais il y a du pétrole non conventionnel qui est exploité aujourd'hui, qui ne faisait pas partie des réserves. Par exemple, le sable bitumineux au Canada, dont il parle, ou bien le pétrole de schiste aux États-Unis, que les États-Unis ont mis en 2014 en production en une quantité énorme. C'est ça qui a fait chuter
en partie le coût du baril. Ça peut faire changer les donnes, mais un jour, ça va finir, à mon avis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que le pétrole finisse? Dans 50 ans, vous serez sans job. Est-ce que il y a toujours ce débat dans le jargon pétrolier, on va parler du peak oil. Et dans les années 70, lorsqu'il y a eu le deuxième choc pétrolier, on a toujours estimé que dans les années 90, cela finirait. Comme le dit M. Bokor également, on a toujours cette tendance à dire que ça finit sur les réserves prouvées. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les réserves possibles. Le Ghana n'était pas producteur, la Guinée équatoriale n'était pas producteur, le Sénégal, dans quelques années, va être producteur. Donc, c'est très aléatoire, ce sont des estimations, c'est à confirmer, c'est à voir et c'est à démontrer par le temps. Oui. Mais de toutes les façons, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se préparer à la fin du pétrole un jour? Dans les années précédentes, on a vu qu'il y avait le charbon qui était utilisé. Il y a eu une transition avec le pétrole parce que le pétrole est moins salissant, entre autres. Mais nous voyons aujourd'hui que nous dépendons énormément dans quasiment beaucoup de choses du pétrole. Même les polymères, les tasses en plastique que nous avons, c'est par rapport aux granuleux de pétrole que nous avons. Nous nous déplaçons en moto, nous déplaçons en voiture, en avion. Donc tout dépend des résidus, des dérivés du pétrole. Donc s'il faut trouver une alternative, il faut trouver une alternative par rapport à chaque domaine. Et par rapport à chaque domaine, il y a des efforts qui se font par rapport aux différentes énergies, énergie solaire, énergie éolienne. Après, il faut voir le côté pratique de la chose. Mais je pense qu'il y a différents experts qui travaillent là-dessus. Et par rapport à chaque domaine, des évolutions se font maintenant. L'addiction que beaucoup ont par rapport au pétrole, c'est lorsqu'on est addictif, par exemple, par rapport à l'alcool, à la cigarette, comment y remédier progressivement et voir l'utilité. Parlons du prix maintenant. Vous l'avez évoqué tantôt, le yo-yo que s'autorise de temps en temps le baril du pétrole. Pourquoi c'est ainsi? $30, subitement ça monte à 90, à 100. Il me semble que c'est allé même au-delà de 100, 110, 120. Pourquoi une telle fluctuation? Oh, ça, c'est une denrée économique, hein, ça s'explique, parce que c'est régi par la loi de l'offre et de la demande. C'est principalement les deux facteurs qui réagissent sur le prix du pétrole. Il y a d'autres facteurs aussi, tels que la santé politique de certains pays producteurs. Il y a les décisions de certains pays qui ne sont pas dans l'OPEP ou qui ne sont pas dans une organisation réglementée, qui décident de produire plus pour faire baisser le coût du produit. Mais entre 2001 et 2013, si j'ai bonne mémoire, le prix était dans $110 à peu près. Et c'est en 2014 que ça a chuté jusqu'à $29 en début 2015. Ça, c'est le facteur de l'offre qui était plus important que la demande. Puisque le monde entier était en une petite récession, donc le développement économique a freiné. Donc on n'a pas consommé le stock que les gens ont constitué pour pouvoir satisfaire, donc l'offre était là. Et quand le prix baissait, des pays ont décidé de vendre plus rapidement pour ne pas atteindre le fond au moment de liquider leur stock. Donc ça a accéléré cette diminution drastique du prix. En plus des États-Unis qui ont commencé par produire le pétrole de schiste. Et leur réserve en pétrole liquide est là, le pétrole de schiste, ils sont en train de produire énormément aujourd'hui. Donc ça a joué sur cette baisse drastique du pétrole. Cédric, quel est le prix normal du baril? Le prix normal. Quel devrait être le prix normal? Non, on ne pourra pas situer un prix normal standard mondial. Tout va se jouer par rapport aux différentes zones géographiques. Et quand je vais prendre par exemple le cadre de l'Arabie Saoudite, le coût du baril, le coût de production, c'est entre 10 et $12. Lorsque je vais passer par exemple au Nigeria ou en Angola, il faut aller parfois en deep water, c'est-à-dire en offshore profond, c'est-à-dire qu'on va dans la mer. Et si je suis à plus de 5000 mètres au-dessus de la terre, bon, par rapport à la mer, on va prendre la référence, oui, par rapport au fond de la mer, sinon on va prendre la référence et non par rapport à la mer soi-même. Et le coût technique peut revenir à $50. Donc si c'est $50, je vais le vendre avec un bénéfice. Je peux le vendre autour de $60-70, sans compter que dans certaines régions d'Afrique, il y a l'insécurité maritime. Donc tous ces paramètres-là influent également sur le coût du baril. Donc d'une zone à autre, on ne peut pas fixer, ça dépend. Le prix varie fonction de la région, fonction du coût
d'extraction et de production pour pouvoir définir le prix global du pétrole. Oui, mais si dans certaines zones, le baril, le coût de production avoisinerait les $50 dont vous parlez, parfois le baril descend jusqu'à 30. Oui. Que font ceux-là en ce moment-là? Ils arrêtent la production? Dans ce cas, on réduit la production. Oui. Ça s'est passé c'est comme ça, c'est passé également en Angola ou au Nigeria, où on réduit la production, donc la production nationale diminue et on sent cet effet de façon progressive. On ne peut pas complètement arrêter parce que c'est l'économie d'un pays. Donc il faut réguler cela. Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure des réserves disponibles en Afrique, 10% sur le plan mondial. Alors, est-ce que ces réserves sont exploitées de façon optimale? Nous avons les réserves, mais est-ce qu'on puise assez? Il y a un facteur économique qui est important. Lorsqu'on on trouve le pétrole, on trouve le réservoir, il y a une planification économique qui se fait sur 10, 20, 25 ans. On ne peut pas tout extraire en une année. Ça va être planifié. Je vais atteindre un pic, par exemple, dans 20 ans, 25 ans, et après 20 ans, 25 ans, le puits ne sera plus rentable. Donc, on va arriver dans la phase de déclin du puits. Donc, si je produis, par exemple, 5 à 10 à 15, 20 000 barils jour pour un puits, 10 à 15, 20 000 barils jour pour un puits, c'est déjà énorme. Si je produis cela, je régule et je vois par rapport au coût économique. Donc, c'est comme ça que cela se produit. C'est comme ça que cela se Est-ce que nos pays font ce calcul, les pays africains? Parce que la plupart du temps, l'exploitation du pétrole est confiée à des sociétés, des entreprises étrangères. Est-ce que les pays maîtrisent encore la planification de l'exploitation du pétrole? Tout dépend de la politique interne de chaque pays. Lorsqu'on va prendre, par exemple, l'Angola ou le Nigeria, des pays de référence, ou l'Algérie, entre autres, il y a la compagnie nationale et après, il y a les compagnies étrangères qui viennent parce qu'ils ont la technicité. Maintenant, quand je prends par exemple le cas de l'Algérie, il y a la compagnie nationale, la Sonatrach. Lorsqu'une compagnie étrangère veut collaborer, la Sonatrach est majoritaire à 51%. Après, cela dépend des royalties. Maintenant, quand on va prendre le Nigeria ou l'Angola ou le Congo-Brazzaville, n'ayant pas, si l'État n'est pas fort, l'État sera en minorité. Donc, c'est suivant la politique de chaque État, la force économique et la puissance interne de chaque État de pouvoir définir sa politique par rapport aux compagnies étrangères qui viennent faire l'exploration. Mais monsieur, pourquoi l'exploitation du pétrole est souvent l'affaire des compagnies étrangères? C'est leur affaire parce qu'ils ont l'expertise et ils ont les fonds nécessaires pour le faire. On ne peut pas réinventer la roue et puis investir dans ce domaine avec des milliards de dollars en recréant, en leur demandant de te vendre la technicité serait plus cher, à mon avis, que de leur dire de venir faire l'exploration et de produire le pétrole. Donc, c'est la technicité pour moi et les fonds nécessaires pour pouvoir. Mais est-ce que les pays se donnent le moyen pour assurer quand même la relève à un moment donné? Est-ce qu'il y a suffisamment de formation dans ce domaine-là? Parce que je ne vois pas beaucoup d'écoles qui forment dans le pétrole en Afrique. Non, je ne pense pas. C'est les conventions signées. Les conventions, c'est sur des taux que les pays ont sur la production donnée. Et il y a des pays même où l'État n'a même pas une vision sur la quantité produite sur le pétrole. C'est la quantité déclarée par la société pétrolière. C'est sur cette quantité que l'État a sa part pour contrôler. Puisque souvent les pays africains n'utilisent pas cette manne pour le développement de leur pays, sans leur dire rien, d'avoir que 10% ou 1% de ce qu'ils ont et puis de les utiliser pour des besoins personnels. Ouais. Comment savoir si le nombre de quantités que les sociétés prennent, est-ce que les États peuvent contrôler? Cela dépend encore de chaque pays. Quand je vais prendre deux pays, l'Algérie où j'ai travaillé, l'Algérie a la Sonatrach, donc tout est déclaré officiellement et l'État a une visibilité là-dessus. Parce qu'ils ont la technicité, entre autres, et ils ont la formation à l'université Bourg-Médès, ils font les formations pour les ingénieurs et techniciens à l'école polytechnique également d'Alger pour le milieu pétrolier.
Le Ghana nous a démontré qu'avec une bonne main, une bonne politique, ils ont pu développer leur pays. Maintenant, reste à savoir par rapport aux autres, parce qu'il y a les anciens pays comme le Congo-Brazzaville, comme le Cameroun, comme le Ghana, Le Gabon, non? le Gabon aussi. Oui, le Gabon, on va dire. Oui, le Gabon aussi. Et le Nigeria, les politiques étatiques ne sont pas claires. Maintenant, la compagnie extracteur de pétrole, la compagnie étrangère qui viendra faire son travail, tout dépend des accords, comme l'a souligné mon confrère M. Bokor, qu'ils ont avec l'État. Maintenant, si dans l'État, il y a les personnes suffisamment qualifiées pour pouvoir éclaircir cela marche. Le Tchad l'a prouvé. Le Tchad l'a prouvé entre la compagnie Glencore et la compagnie tchadienne, même si parfois nos compagnies nationales, ce sont juste des compagnies administratives, parce que la technicité, ils n'ont pas. Mais non, lorsqu'on a la technicité, c'est bien, mais après cette technicité, elle évolue, comme il a bien souligné, d'année en année. Ils font beaucoup de recherches, ils font beaucoup de développement par rapport à cela, et cela a un coût énorme. Oui. Et bon, passons rapidement sur l'exploration et le pompage. Est-ce que le raffinage se fait sur le continent aussi? Est-ce que vous avez des informations précises là-dessus? Est-ce que c'est transformé sur place? Oui, par exemple, si je prends le cas du Nigeria, il y a des transformations sur place. Le Nigeria a une capacité de raffinage de 450 000 barils par jour pour une consommation de la population de 266 000 barils par jour. Mais ces raffineries ne produisent que 15% de leur capacité. Ce qui fait que le Nigeria importe près de 60% du pétrole utilisé pour les véhicules et autres dans leur propre pays. Donc vous avez... Pourquoi et comment est-ce possible? C'est possible parce que, mon confrère de le dire, il y a les États, puisque ce n'est pas des États démocratiques structurés. Vous savez, vous connaissez les pays africains, les décisions sont opaques. Est-ce que c'est une question de démocratie? Il a donné l'exemple de l'Algérie, qui n'est pas un modèle de démocratie. Et pourtant, il semble dire que là-bas, on a un œil regardant sur ce qui se passe. Oui, on a un œil regardant sur quoi on regarde. C'est ça. Je peux confier la gestion à la compagnie pétrolière internationale. Je dis, vous avez un compteur, vous me dites la quantité que vous sur les papiers dans vos comptabilités, et me déclare ces papiers bien signés, et on me calcule ma vente dessus et je prends dans ma banque. Mais est-ce qu'effectivement c'est cette quantité qui est sortie et autres? On a vu des pays où il y a ces problèmes. Donc le Nigeria, au fait, c'est la mauvaise gouvernance, et puis c'est un pays un peu, entre guillemets, chaotique. Le Nigeria? Le Nigeria, oui, le Nigeria, un pays qui produit du pétrole, premier producteur africain, avec 2 millions de barils par jour, produit, il n'y a que 45% de la population qui a l'électricité. Il n'y a que 99 millions de Nigériens qui n'ont pas d'électricité. Est-ce que c'est possible? Vous produisez 2 millions de barils par jour, chiffre de 2017. En même temps, si vous comparez la production du Nigeria à l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria vient largement en tête des productions des autres pays. Oui, largement. Oui. Il y a 2 millions, il y a l'Angola, il y a... Non, je parle de l'électricité. D'électricité. Ouais. Oui, bon, ils sont 172 millions, de population, 45 000 pouvoirs. Le Tchad, par exemple, n'a que 4% de population qui ont l'électricité, contre 66% pour la Guinée équatoriale. Il y a des pays qui évoluent, qui font de bonnes choses, mais très souvent en Afrique, ce n'est pas parce que vous avez le pétrole que la population en bénéficie. Mais juste pour revenir par rapport à cela, on ne va pas stigmatiser l'Afrique de façon négative. Quand on prend le cas de la Guinée équatoriale, que je connais bien aussi, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. L'électrification est dans beaucoup de choses. Oui. Et les routes, la lumière, l'électricité. Et vous savez, il y a eu des évolutions par rapport à différents États. Je pense que nous devons saluer les efforts qui se font, mais qui ne se voient pas forcément au premier plan. Donc, moi, je dirais un peu plus qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font parce que déjà, il y a aussi au niveau des intellectuels, de nos dirigeants, une nouvelle génération, entre autres, qui permet par exemple d'orienter, de donner,
de nouvelles directives par rapport aux besoins de l'État. Maintenant, sur une carence qu'il y a eu pendant 40, 50 années, c'est pas en 2, 3, 4, 5 ans que ça se fait, mais il faut également éduquer la population, les amener progressivement en éduquant la population. Bon, tout doucement, les résultats viennent après 10 ans. Oui, sur le raffinage, oui, sur le continent africain, quel est le tableau? Bon, le raffinage, je sais qu'au Sénégal, ils ont aussi une compagnie de raffinage, mais de façon générale, c'est faible. Comme l'a souligné mon confrère, c'est très faible, parce qu'une raffinerie, ça coûte, d'une part, et après, n'oubliez pas, avec les licences qu'on voit dans les rues ou sur les routes, ce sont des facteurs qui n'encouragent pas forcément, parce que quand on a une raffinage, il faut la distribuer après. Parce qu'il faut la distribuer, cela a un coût. Et si cela a un coût et qu'on peut plus amortir la raffinerie, c'est vraiment très difficile. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va les raffiner à l'étranger, après on vient le revendre. Et souvent, quand on parle de pétrole, raffinage, on voit que c'est de l'argent, mais il y a de l'argent investi dedans. C'est pas seulement aller explorer, aller puiser le pétrole, mais il faut transporter, il faut stocker, il faut distribuer. Les pipelines, c'est des milliards de dollars pour les pipelines, surtout quand c'est offshore, comme il dit, en mer profonde, pour venir raffiner. Ça coûte énormément de l'argent. Donc, mais les pays africains, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'organiser sur le plan continental si un pays n'a pas la capacité de faire face aux investissements pour le raffinage, de le faire à l'échelle continentale? Est-ce que, c'est à perte? Ils peuvent s'organiser. Quand je prends l'OPEP, par exemple, c'est l'Afrique qui a le plus de pays dans l'OPEP. Ils ont 7 pays, si j'ai bonne mémoire, sur les 15, avec 2... en Amérique du Sud, Venezuela et puis l'Équateur, et 6 au Moyen-Orient. Donc c'est une organisation, mais la production étant tellement faible par rapport à l'Arabie Saoudite que le pouvoir de décision bascule vers celui qui produit plus. Bon, s'ils veulent s'organiser aujourd'hui avec une production de peut-être 5 millions de barils ou 6 millions de barils, c'est la moitié peut-être de la production de l'Arabie Saoudite qui est à 11 millions et quelques de barils par jour. Ce qui fait que le poids de décision, le poids de décision, mais l'Afrique peut toujours s'organiser d'une manière dans les découpages sous-régionaux pour pouvoir décider de certaines choses sur le pétrole. S'ils ont la volonté, oui. Monsieur D'Almeida, un constat, les pays producteurs de pétrole, dans ces pays, très souvent, on remarque qu'il y a des conflits, beaucoup d'instabilité. Alors, est-ce que c'est le pétrole qui amène le mauvais sort ou est-ce qu'il y a une corrélation établie, une corrélation possible entre les conflits armés et les réserves de pétrole? Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'intérêts, et ce qui explique la notion de conflits armés. N'oublions pas que les conflits armés ne sont pas externes à un pays. Ne sont pas qu'externes, internes à un pays. Il y a des facteurs également externes. Donc il y a des pressions, il y a des lobbies qui sont organisés. Et par rapport à cela, comme je le dis, c'est des intérêts. Lorsqu'on prend par exemple le cas du Nigeria, avec la guerre du Biafra, c'était une guerre d'intérêt. Parce que la zone du Biafra était une zone pétrolifère. Quand on prend également le cas du Soudan, pourquoi le Soudan s'est divisé? On déguise cela sur un problème politique, religieux, les musulmans d'un part, les chrétiens d'autre part, mais derrière, c'est la notion pétrolière. Donc le Sud-Soudan a pris son indépendance et au jour d'aujourd'hui, on voit que même à l'intérieur du Sud-Soudan, il y a encore des conflits. Quand on a eu également le cas du Tchad avec la Libye, il y a une partie où c'était également la zone d'intérêt, mais derrière ces conflits, quels sont les intérêts? La plupart du temps, ce sont des pays externes et pas producteurs, mais les pays consommateurs, des grands pays consommateurs qui en ont besoin. Et donc, n'oublions pas également que ces grands pays, ce sont les pays premiers producteurs d'armes, comme par hasard. Et nos conflits, d'où viennent les armes? Forcément des pays vendeurs. Et par rapport à cela, les intérêts sont masqués et on utilise souvent malheureusement les autochtones de façon aléatoire, ne montrant pas l'intérêt
politique globale. Et c'est ainsi que les conflits viennent. Mais quand on prend le cas du Ghana, un modèle, le Sénégal est en train d'emboîter le pas. Lorsqu'on connaît l'intérêt général du pays, chacun y met le sien et puis chacun y trouve le compte. Et ce n'est même pas peut-être une question purement africaine, parce que l'exemple le plus patent, on peut aller le chercher en Irak aussi, où, derrière les guerres que ce pays a connues, il y a des enjeux liés au pétrole. Vous savez, le pétrole est très stratégique. Tout ce qu'on a aujourd'hui comme aviation, transport aérien, c'est le pétrole. Les armées, les pays pour se déplacer et faire la guerre, c'est le pétrole. C'est tellement stratégique que quand tu as du pétrole, tu deviens un centre d'intérêt de tout le monde, surtout les grandes puissances. Moi, je dirais que quand moi-même je disais que si tu veux avoir la guerre, il faut trouver du pétrole. Mais ce n'est pas toujours vérifié, parce que moi je pense que c'est les pays politiquement instables, si tu regardes bien, qui ont des problèmes de guerre quand il y a le pétrole. C'est-à-dire que la corruption, je vais toujours aller du côté négatif, la corruption gangrène seulement ce pays, que la distribution n'est pas équitable du pétrole. Ce qui fait qu'il y a des peuples qui se soulèvent, il y a des peuples qui vont prendre les armes avec les grands. Il suffit qu'un pays décide que les États-Unis, dans tel domaine politique, m'ont fait ceci, je vais vendre mon pétrole à la Chine, qu'un an ou 2 ans après, vous allez trouver la guerre dans ce pays, parce que c'est stratégique. Mais c'est les pays qui ne sont pas forts, politiquement, ne sont pas forts, démocratiquement bien installés, où la corruption, les autres choses sont installées en système. C'est ces pays qui ont la guerre quand ils ont du pétrole. Les États-Unis ont du pétrole, ils n'ont pas la guerre. Le Canada a du pétrole, ils n'ont pas la guerre. La Russie a du pétrole, ils n'ont pas la guerre. Mais peut-être ce qu'ils font, c'est d'aller faire la guerre, peut-être à d'autres groupes, parce qu'ils décident de ne pas leur donner un quota de pétrole nécessaire à leur production. C'est ça. L'Irak a la guerre, entre guillemets, à cause du pétrole. Mais en Afrique, tous ces pays qui ont eu des problèmes, c'est eux-mêmes à l'interne que c'est sorti. Il y a la guerre de Biafra, la guerre de ceci, c'est les pays démocratiques. Et les sabotages des pipelines. Des pipelines, voilà. Ça doit constituer des pertes énormes pour ces très énormes. Oui, certes, mais pour revenir à mon confrère, les États-Unis, il y a la corruption. La Russie également, il y a la corruption. L'Afrique n'est pas si noire. Je pense que la corruption est dans tous les pays à différents niveaux, à différents stratèges. Quand même, qui avait étudié en France, quand vous venez au Togo, vous ne voyez pas. Il y a quand même une petite différence, non? Il y a certes une différence, mais n'oublions pas les efforts qui sont toujours consentis. Et quand on prend le Togo, il y a 15... On parle souvent d'efforts, mais qu'est-ce qu'on appelle effort? Non, mais attention. Lorsqu'on va prendre par exemple le cas du Togo, il y a 15 ans ou 20 ans, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. 15 et 20 ans après, il y a des choses qui se font. Lorsqu'on va prendre par exemple le cas du Nigeria ou le cas du Ghana, quand on prend le cas du Ghana, en termes d'approche pétrolière, il y a des efforts qui se font. Quand on prend les autres pays, ils ne parlent jamais de leurs problèmes. On nous parle de ce qui se fait de bon. Je ne dis pas que l'Afrique, il n'y a pas des choses qui se font, tout se fait mal. Il y a de bonnes choses qui se font que nous devons relever. Malgré le problème de la corruption qui puisse exister, la corruption est inhérente à tout le monde, à tout pays, mais à différents niveaux. Et par la suite, en Afrique, nous avons encore des efforts que nous devons faire. Les efforts sont consentis. Apprécions ces efforts plutôt que tout le temps de stigmatiser ce qui ne va pas. Oui, mais ne pas nommer un mal. Vous avez un problème, si vous ne le diagnostiquez pas, vous ne le nommez pas, est-ce que vous allez pouvoir le soigner? Tous les pays ont des problèmes. Maintenant, après, ça dépend de l'approche avec laquelle on résout ce problème. C'est comme dans une famille, j'ai un problème, je peux le régler en interne de façon collégiale, d'autres vont le régler d'une autre manière. Donc, c'est comme ça que... Moi, je pense que je vais toujours du côté négatif parce que je pense que l'Afrique pouvait mieux faire. On a les outils, on a les intelligences, on a les gens pour mieux faire, mais sciemment, on n'arrive pas à le faire. Buhari est arrivé à la présidence du Nigeria quand il y a à peine 4 ans, 3 ou 4 ans. Il a licencié des gens dans leur compagnie nationale, la NNPC. Oui, plusieurs ont été licenciés pour corruption, et ça, c'est récent. Oui. Quel est alors l'effort alors qu'on envoie encore des gens? Il a fallu que lui arrive au pouvoir. Buhari arrive pour licencier des gens pour corruption dans sa société pétrolière. Et ce qui décrit peut-être c'est parce que aussi, parce que sa popularité est en train de baisser. De baisser parce que les gens ne trouvent plus à manger comme ils trouvaient à manger, je ne sais pas. Il y a des efforts parce que le monde est devenu un petit village où les informations circulent très rapidement. Ça force peut-être les pouvoirs politiques à mettre un peu de lumière sur les choses en Afrique, je suis d'accord.
Mais pour moi, ce n'est pas suffisant quand je me compare aux États-Unis. Tu fais la corruption aux États-Unis, on t'arrête, tu vas en prison, que tu sois un président ou pas. Mais en Afrique, est-ce que c'est ça? Les plus grands corrupteurs, on a du mal à les attraper. Non, vous savez, moi je pense qu'il y a de bonnes choses qui se font en Afrique. Nous sommes d'accord. On en fait beaucoup. On n'a pas toujours les mains libres, mais je ne justifie pas cela. Mais ils en font beaucoup. Je pense qu'il faut continuer à les encourager. Ah ben, vous m'avez rassuré avant de commencer cette émission qu'il n'y aurait pas de débat. Finalement, le débat a lieu. On va continuer notre émission. Comment l'Afrique peut-elle s'organiser à votre niveau, à votre avis, pour tirer le meilleur profit de cette manne pétrolière, pour que l'or noir ne devienne pas une tache noire? Oui, moi je pense qu'au niveau recherche de produits ou exploitation, les Africains pouvaient s'organiser et financer des projets sur le plan régional. Par exemple, la CEDEAO décide de financer d'une manière ou une autre une exploration dans tel pays. Et après, on voit comment on va signer les conventions et autres choses. C'est vrai, je vous ai dit que presque tous les pays producteurs de pétrole en Afrique sont dans l'OPEP, une organisation déjà. Est-ce qu'ils ont la main libre aujourd'hui de s'organiser encore autrement pour faire autre chose avec leur capacité de production? C'est une question. Mais on peut toujours être plus fort quand on est ensemble au niveau de l'Union africaine, au niveau des organisations sous-régionales. Ce type d'organisation micro ou entre pays, 3 ou 4 pays de conseil de l'attente de ceci, pour financer des projets, peut être porteur pour tous les pays qui n'ont pas les moyens de pouvoir explorer et trouver du pétrole. Cédric, qu'allons-nous faire? Moi, je partage son avis. Pour une fois, Non, je partage son avis. Le souci que nous avons en Afrique, quand on prend le cas de l'Europe, l'Europe s'est rassemblée. Ils étaient partis de 6 pays, 12, 27 au jour d'aujourd'hui. Autour du fer au départ, oui, pour construire l'Union européenne. Et je pense que c'est ce qui nous manque un peu en Afrique. Je me rappelle plus trop de l'idée du président Ouad à l'époque. Et je pense qu'il y a eu un sommet récemment de la CEDEAO et de la CEMAC, si je ne me trompe pas, à Lomé, la semaine passée. Yeah. Et si on arrive à s'organiser, et en s'organisant, nous saurons conjointement avec les organisations régionales et sous-régionales comment trouver chacun son intérêt et aider à ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont au plus bas de l'échelle, à pouvoir grandir. C'était le cas en Europe avec l'Espagne, l'Italie et le Portugal, par exemple. Et au niveau de la réflexion stratégique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Il faut quand même, quelque part, des élites, je ne sais pas comment elles vont s'organiser, mais pour réfléchir, lancer les questions de fond. Le pétrole, par exemple, comment allons-nous faire pour tirer le meilleur profit? Sous quelle forme peut se faire ce travail-là, selon vous? Bon, au niveau de leur sommet, par exemple, ils doivent dédier des journées sur les mines et autres. Est-ce que c'est une affaire de sommet simplement? Pourquoi la société civile ne peut pas prendre sur elle-même certaines de ces questions et tenter d'apporter des Est-ce qu'on doit tous attendre de ces sommets Ce sont des décisions à un haut niveau, des décisions au niveau des États, au niveau des gouvernements et autres. La société civile peut faire des propositions, on peut faire des débats comme ce débat qu'on a en train de faire, il peut faire des propositions, des conférences pour attirer l'attention des pouvoirs dessus. Je pense que les pays africains pensent trop être autonomes pour arriver à ces choses. Chacun, égoïstement, si je peux prêter le mot, veut gérer son pays en tant qu'un président, et au niveau sous-régional, on ne pense plus se confédérer. Vous parlez des petites souverainetés. Exactement, qu'on leur confère, c'est ça un peu. Mais je pense que les choses changent, comme j'ai dit, les ONG, les sociétés civiles commencent par taper du poing sur la table, et les choses vont évoluer selon mon ami. Et je pense que ça évoluera dans le bon sens dans un proche avenir. Et surtout au niveau de la formation, il me semble qu'il y a un challenge, il y a un vrai challenge. Oui, au niveau de la formation, il y a un gros manque. Il y a vraiment un gros manque. Déjà, parce qu'en termes d'université, au Nigeria, il y a des formations. Maintenant, après, en termes d'université, il faut voir le niveau de ces universités et voir est-ce que ces étudiants sont opérationnels sur le terrain? Est-ce qu'ils arrivent à appliquer les procédures
standard du milieu pétrolier. En Côte d'Ivoire, il y a une légère formation dans l'école. Ils ont aussi une école d'hydrocarbures, si je ne me trompe pas. Mais la formation, ce qu'a fait la Chine, ils ont envoyé pas mal de leurs étudiants dans les grandes universités occidentales aller acquérir le savoir et revenir pour pouvoir développer la Chine. Dans les années 80, je pense que Deng Xiaoping l'a fait. C'était une politique qu'ils avaient envoyée et lancée. Et je pense qu'en termes de formation, l'éducation, c'est la base que nous devons avoir. Parce que ces compagnies pétrolières ils viennent souvent avec des expatriés, faute de compétences locales. Et souvent, la compétence locale qu'on a, c'est pour faire des travaux de très bas niveau, alors que il y a des ingénieurs qu'on peut fermer, qu'on peut envoyer, qu'on fait revenir et qu'on lance sur le terrain de façon opérationnelle. Donc, il y a des pays qui le font. Le Sénégal le fait. Ils envoient leurs écoles dans les universités françaises faire les grandes écoles, l'école polytechnique, l'école centrale, entre autres. Et ils reviennent développer le Sénégal. Je pense que dans les autres pays, ils peuvent également le faire. Je dis que c'est que parfois, ceux qu'on forme à des milliards décident de ne plus revenir, ce qui fait un gros manque à gagner. Justement, c'est là où moi je veux arriver. Parce que ceux qui sont formés, ils vont en Europe, deviennent bons, ils sont bons, ils vont en Europe et ils restent après parce que dans leur pays, il n'y a pas de débouché. Je me rappelle qu'à l'université, mon professeur de mécanique nous disait qu'il avait fait études en exploration en mer profonde. Moi, j'avais rigolé le jour-là, tellement je me suis dit, mais comment un Togolais, il va faire exploration en mer profonde, il va venir faire quoi au Togo à part enseigner? Mais aujourd'hui, je vois que quand même c'était une bonne étude qu'il avait faite. Mais bon, il est peut-être décédé déjà. Mais c'était une bonne étude aujourd'hui, qui est d'actualité aujourd'hui, qu'on pouvait utiliser pour faire certaines choses ici. Bon, c'est le manque de débouchés. Si tu reviens, c'est ça le problème. Donc les Européens ou les Américains où vous étudiez, vous engagent, les sociétés là vous engagent. Et vous revenez en Afrique travailler pour ces sociétés et au détriment des pays africains. Il faut que l'Afrique arrive à modifier ses plans d'éducation, ses manières d'éducation pour qu'on forme des ingénieurs capables de faire grand-chose. Et proposer des débouchés, des alternatives pour eux pour travailler localement. Ouais. Merci. En tout cas, on va s'arrêter là. Ce fut très plaisant. Merci, monsieur Cyril Komla-Boko. Merci. Ingénieur de conception génie mécanique et expert en lubrifiant et produits pétroliers près des tribunaux de Lomé. Cédric Dalmeda, Beningo, merci. Merci. Vous retournez quand dans les puits de pétrole? L'avenir le dira. Merci. Et merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de journal. L'information continue sur New World Info.